Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la Z590E Gaming Wi-Fi de chez Asus. Avec une petite partie review parce que j'ai pas le matos pour tester ça efficacement. Pour rappel, il s'agit de cartes mères qui vont être compatibles pour les CPU de 10e génération comme de 11e génération de chez Intel. Pour être tout à fait transparent avec vous, c'est une carte mère qui m'a été envoyée gratuitement, c'est un review sample, mais ça ne change absolument pas mon avis sur cette carte mère. Donc allez, venez vous asseoir confortablement, mais par contre, attention à la CM, ne la cassez pas. Concernant le paquet, on est sur du classique Asus ROG avec une boîte effet satin en carton qui a des jolis petits reflets comme ça. À l'ouverture, on se retrouve avec une carte mère emballée dans un paquet antistatique et quelques accessoires sur le dessus, dont l'antenne Wi-Fi. Dans le compartiment du dessous, on retrouve des manuels, la visserie, zip ties, petit ventilateur, un porte-clés et un soutien GPU. C'est plutôt sympa de leur part de l'ajouter à l'intérieur. Quand on voit le poids et la taille de certains GPU aujourd'hui, eh ben ça manque pas quand même. Donc pas forcément de fioriture ici, mais bon, dans la grande majorité des cas, on a quand même rarement besoin de ces accessoires. Vous vous demandez du coup quelle est la différence entre le chipset Z490 et Z590, car les deux peuvent accueillir du 10e comme du 11e génération de la part de Intel. Et bien content que vous l'ayez demandé, je vais vous expliquer tout ça. Le plus gros changement, c'est le lien entre le CPU et le chipset lui-même. On passe de 8 lignes à la place de 4 lignes avant sur les anciens chipsets. On retrouvera donc 8 lignes DMI sur les Z590. Ça permet notamment d'avoir plus de ports M.2 et que ceux-ci aillent à pleine vitesse. Si on prend par exemple au hasard cette carte mère, elle a 4 ports M.2, 2 PCI 4 et 2 PCI 3.0. Donc si vous voulez pas mal de stockage en M.2 qui est rapide et invisible, et ben c'est un avantage considérable. Ce chipset dispose aussi du support du PCI Gen 4 sur les deux premiers slots PCI Express. Donc ça va être très intéressant si vous avez un dual GPU et que vous faites d'énormes calculs ou que soit vous faites transiter beaucoup de données entre les deux ou entre le stockage. Vous pouvez aussi rajouter des cartes d'extension M.2 en PCI Express 4.0. Voilà, si jamais vous n'avez pas assez de stockage avec les 4 qui existent déjà. Après, si vous en arrivez là, c'est peut-être que vous forcez un petit peu aussi. Autre avantage des Z590, c'est le support de l'USB 3.2 en 2x2. Ça permet d'avoir des vitesses de transfert jusqu'à 20 Gb par seconde tout en étant compatible avec le Thunderbolt 4. Et on a enfin le support de la mémoire 3200 MHz qui était pour l'instant impossible avec Z490. On était coincé à 2999 MHz. Après bien sûr on peut aller plus haut dans les MHz, mais par contre ça brisait la garantie de la carte mère. Donc un peu plus de fréquence de base, ça fait pas trop. Donc cette nouvelle génération de carte mère a pas mal d'avantages. Et je vous la conseillerais si jamais vous souhaitez partir sur un Intel de 11e génération. Car c'est uniquement avec cette gène là que vous allez pouvoir libérer le plein potentiel de votre carte mère. Malheureusement, c'est pas encore les prix. Mais si c'est de l'ordre de l'ancienne génération, eh bien celles-ci seront un bien meilleur deal. Car si c'est pour mettre un Intel de 10e génération, eh bien vous n'aurez pas plus d'avantages que la Z490. Donc bon, regardez bien tout ça avant d'acheter une nouvelle carte mère. Et maintenant, reconcentrons-nous sur la principale intéressée. Alors sur cette carte mère Asus, on retrouve beaucoup de choses qui sont intéressantes, notamment amenées par ce nouveau chipset Z590. Pour moi, l'une des choses les plus intéressantes ici, ce sont les 4 slots de M.2, permettant de rajouter du stockage assez facilement et sans encombre. Sur cette carte mère, les ports sont rangés comme ça. Les deux M.2 du haut sont reliés directement au CPU en PCI 4.0 et ne sont pas compatibles SATA. Et histoire que ce soit facile, Asus a fait les choses bien en ajoutant un petit label en fonction de la compatibilité de chaque port. Comme ça, au moins, il y a relativement peu de chances de se tromper. Ensuite, les deux ports du bas sont PCI Gen 3. Et attention ici, seulement celui de droite est compatible SATA. Et ce qui est bien en plus, c'est que vous avez des refroidissements avec des pads thermiques sur chacun d'eux. Ça vous assure, surtout pour le PCI Gen 4 qui a tendance à bien chauffer, d'avoir un refroidissement adéquat. En tout cas, ce sera toujours plus efficace que d'avoir un SSD à l'air libre. Et on arrive sur un point qui m'a fait le plus plaisir sur cette carte. Ça peut vous paraître anodin, mais pour moi c'est très important. Ce sont les petites attaches rapides pour les SSD au format M.2. C'est si pratique de ne pas avoir à visser ou dévisser ce genre de choses, surtout que les vis sont tellement petites qu'on a tendance à les perdre facilement. Donc j'aimerais voir ce genre de choses plus souvent sur les cartes mères. Pour ce qui est des ports PCI Express, on en a 3. Les deux du haut sont compatibles Gen 4 et sont renforcés, et le troisième n'est pas compatible Gen 4 et n'est pas renforcé non plus. Ils vont être dans les configurations suivantes. Le premier sera un PCI 16 lanes, le deuxième sera un PCI 8 lanes, et quand on a les deux ensemble, ça fait 2 PCI 8 lanes, et le troisième sera un PCI de 4 lanes. Ensuite, faisons un petit tour des ports où on a 8 ports ventilateurs, rien que ça. Donc si vous montez ça dans un boîtier classique, il n'y a presque pas besoin d'avoir de hub. On retrouve aussi en bas
bas de la carte un petit port qui permet de contrôler une pompe si jamais vous en avez une. Si vous aimez le RGB, vous allez être servi aussi parce que c'est 3 ports adressables RGB avec leurs 3 pins qui sont présents sur la carte mère, plus un port 4 pins 12 volts non adressable RGB. Donc encore ici, même sans hub, vous êtes plutôt couvert. On retrouve aussi les classiques USB 2 et USB 3 sur la carte mère, ainsi qu'un USB-C si jamais votre boîtier en dispose d'un en façade. Si vous aimez brancher des sondes sur votre carte mère, eh bien sachez que c'est possible. Il y a un header qui est tout en bas, ainsi que des ports tout en haut de la carte mère permettant de mesurer la tension des VRM facilement. Il y a aussi d'intégrer un tout petit écran permettant d'afficher des post-codes, vous permettant de débugger au cas où vous avez un problème avec votre carte mère. En plus de ça, vous avez des petites LED juste au-dessus permettant de savoir quel composant est en défaut. Pour le connecteur CPU, vous allez avoir un 8 pins blindé, accompagné d'un 4 pins qui va vous permettre d'envoyer un petit peu plus de jus si jamais vous faites des overclocks extrêmes. Sur les ports à l'arrière de la carte mère, on est encore une fois plutôt bien fourni ici. On a un port HDMI, un port DisplayPort, 2 USB 2.0 dont un utilisé par le BIOS Flashback, un bouton Clear CMOS pour effacer tous les paramètres que vous avez définis dans votre BIOS et le remettre à défaut, le bouton permettant d'exécuter le BIOS Flashback, 6 USB 3.2 de type A, 2 USB 3.2 type C dont un sur 2 lignes, donc allant jusqu'à 20 Gb par seconde de bande passante. On retrouve aussi les ports pour le Wi-Fi 6E, la dernière norme en vigueur, qui permet aussi d'accéder au Bluetooth 5.2. Et pour finir, on a bien sûr les ports classiques pour l'audio. Pour ce qui est de l'audio, Asus a équipé sa carte mère du Supreme FX, qui a été mise à jour par rapport à la version précédente sur Z490. Une des choses qui change, c'est que le connecteur audio du boîtier est désormais passé à travers le DAC intégré, donc plus besoin de brancher derrière son PC pour profiter du meilleur son. On retrouve aussi une fonctionnalité IA qui vous permet de supprimer le bruit de fond à la fois des sons entrants et des sons sortants. C'était quelque chose qu'on retrouvait aussi dans les anciennes cartes Asus, mais cette fois-ci, il a été mis à jour et revu. Pour ceux qui connaissent le BIOS, eh bien ça n'a pas vraiment changé, donc les habitués d'Asus s'y trouveront vraiment comme chez eux. On retrouve les courbes ventilateurs, mais aussi même test cette fois-ci d'intégrer. Il embarque aussi toutes les fonctionnalités d'overclocking automatique et intelligent et les diverses optimisations PC que vous pouvez retrouver dans le BIOS. Si jamais vous êtes intéressé par ces fonctionnalités-là d'ailleurs. Pour ce qui est des VRM, on a simplement désossé le radiateur pour voir un petit peu ce qu'il y avait en dessous et comment c'était fait. Les radiateurs tiennent en une seule pièce et sont reliés par un heat pipe permettant de transmettre la chaleur sur toute la surface pour qu'elle soit dissipée plus efficacement. Ici, tout le radiateur est fait en métal, il n'y a pas de plastique mis à part le RGB. Donc la surface d'échange thermique est vraiment bonne ici, ce qui va vous permettre de pousser les 16 VRM en configuration 14+2. En plus de ça, on a un upgrade de MOSFETs passant de 50 A à 70 A. Donc il y a de quoi faire des overclocking qui sont plutôt vénères dessus. Après oui, bon, je bench sur un carton en ce moment, mais j'ai toujours pas reçu ma table de bench que j'attends depuis pratiquement un mois. Rakuten. Donc bon, on va garder le style ghetto jusqu'à qu'on la reçoive. Pour tester un petit peu tout ça, on a overclocké notre CPU et fait tourner Prime 95 ainsi que Cinebench R20 une trentaine de minutes chacun. On a fait tout ça sur un i9 10850K à 5,1 GHz avec un voltage de 1,3. Oui, je sais, c'est un petit peu haut en termes de V-Core, mais bon, ça permet de stresser un petit peu. En tout cas, ça a pas l'air de leur avoir fait bien mal puisqu'on a vu les VRM aller au maximum à 58 degrés. Relevé par du software, j'ai pas le matériel pour le tester pour l'instant. Et tout ça sans l'airflow d'une case ou le petit ventilateur prévu à cet effet. Donc autant dire que vous avez rencontré les limites de votre CPU avant d'atteindre celle des étages d'alimentation. Pour l'instant, je peux pas vous proposer le test plus poussé que ça à ce niveau-là parce que j'ai pas encore les outils nécessaires. Donc malheureusement, on va devoir se contenter du minimum syndical. Au final, cette carte mère, elle est vraiment pas mal, hein. On a beaucoup de fonctionnalités, plein de ports, le style Rockstrix qui est toujours aussi efficace avec du métal de partout, ainsi que des VRM qui ont l'air d'être bien solides. Par contre, pour le moment, on n'a pas encore eu le prix de cette carte mère, mais je pense qu'elle se trouvera aux alentours des 300 €, donc une carte qui est assez haut de gamme au final. Et ce qui est logique parce qu'elle a des prestations haut de gamme. Donc c'est pas forcément une carte mère pour monsieur tout le monde. Elle est très complète et a beaucoup de qualité, mais il faut quand même avoir l'utilité de tout ça. Et si vous aimez bien ce style Strix et vous n'avez pas forcément besoin d'autant de fonctionnalités, il y aura très certainement le modèle Z590F qui va sortir avec à peu près la même gueule mais juste un peu moins de fonctionnalités et aussi moins cher par la même occasion. Donc si dans vos critères il y a stylé, des compétences en overclocking, beaucoup de capacité de stockage sur le format M.2, le PCI Gen 4 est plein d'USB, et bien c'est une carte mère qui est une très bonne référence sur ça. Je peux pas trop vous dire si le rapport qualité-prix vaut le coup par rapport à ses concurrents, mais on en sera très certainement plus au moment de la sortie de Rocket Lake d'ici quelques semaines maintenant. Merci à vous d'avoir suivi cet unboxing et micro-test de cette carte mère. On refera d'ailleurs très certainement un tour dessus au moment où on aura les CPU Rocket Lake, histoire d'avoir une vue un peu plus complète de tout ça. Parce qu'au final, on n'a pas testé toutes les fonctionnalités intéressantes ici. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était la première fois qu'on fait un unboxing / review, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire si jamais
vous avez des conseils ou des choses comme ça, parce que j'ai pas forcément l'habitude, donc tous les conseils sont les bienvenus. Et il est fort possible aussi que j'ai oublié des choses, donc n'hésitez pas. Allez, merci encore, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!